Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport Business Africa. Merci d'être au rendez-vous une fois de plus de votre émission consacrée à l'économie et à la gouvernance du sport. La toute première d'ailleurs en Afrique francophone. En Afrique francophone. Ce lundi soir, on parle de deux sujets très importants. D'abord le premier, il s'agit de la Fédération camerounaise de volleyball qui est aujourd'hui l'un des véritables modèles de gouvernance en matière de sport au Cameroun. On ira également du côté de l'Éthiopie où le football est dans un vaste chantier de professionnalisation. On aura l'occasion tout au long des 52 minutes de cette émission de revenir justement sur ces deux sujets dans le cadre de Ça discute également et le cadre du focus. Mais avant, je vous propose de suivre ce sommaire qui nous est présenté par Lorraine Mendo. Au sommaire de Sport Business Africa, ça discute. Le volleyball est-il le nouveau sport roi du Cameroun? Occupant actuellement en catégorie féminine la tête du classement africain de la Fédération internationale de volleyball et deuxième en catégorie masculine, la FECA Volley est sans doute un modèle managérial et économique cohérent. Ignorée il y a une dizaine d'années, celle-ci s'est lancée dans une vaste initiative baptisée la refondation. Qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle fulgurance? On en parle dans Sport Business Africa. Focus! Le football éthiopien est-il en route vers le professionnalisme? Membre créateur de la Confédération africaine de football, l'Éthiopie fut l'une des premières grandes nations du football africain. Les nombreuses guerres qui ont malheureusement émaillé le climat social du pays n'ont pas réellement permis l'émergence d'un écosystème du foot business. Cependant, depuis quelques années, une politique nationale de développement du sport est assez perceptible. Le football local prend également de l'ampleur. Nos experts en parlent dans cette édition. Sport Business Africa, c'est aussi vos rubriques habituelles avec en fin d'émission un grand quiz sur... Avant, le suivi des dossiers CNPS des employés, c'était ça. La grande paperasse et le temps à perdre à la banque. Aujourd'hui, grâce à votre ordinateur, votre tablette ou à votre mobile, où que vous soyez, immatriculez-vous. Déclarez vos salaires, consultez vos comptes Ma CNPS à moi. et payez vos cotisations sociales. CNPS, you will never live alone. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de... Voilà, on a fait également un petit clin d'œil à nos différents partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette troisième saison de votre émission Sport Business Africa. Avec moi donc ce lundi soir, Franck Gislain Onguéné, responsable marketing du canon sportif de Yaoundé. On le sait, le championnat est un tout petit peu à l'arrêt pour cause de trêve intersaison. Mais il continue quand même à bosser. Il est également dans la kyrielle des casquettes qu'il arbore. Il est également membre de la commission marketing du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, prévue en 2022 certainement. Franck Gislain Onguéné, également spécialiste en marketing du sport. Bonsoir et bienvenue. Salut Steve et salut à tous les téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment. Ça fait plaisir de se retrouver une fois de plus pour partager l'amour de la gouvernance et de l'économie du sport. Voilà, un sujet justement qui a fait la une tout au long de cette semaine. C'est le petit couac qu'on a rencontré du côté du Rwanda, notamment à l'occasion de cette nouvelle édition des championnats d'Afrique de volleyball. Est-ce qu'on peut revenir sur cette actualité-là? Oui, il faut dire que c'est une information qui a été très triste et qui a d'ailleurs émaillé le week-end dernier. C'est la raison pour laquelle hier, dimanche, on a dû précipiter jouer le même jour, ce qui n'est presque jamais arrivé, jouer la demi-finale et la finale, parce qu'à un moment, il y a eu un gros problème sur le calendrier, simplement parce que l'équipe du Rwanda a aligné des joueuses qui n'étaient pas éligibles d'après la... mercenaires, comme on dit au Cameroun. Comme on dit généralement au Cameroun, et donc sont des joueuses brésiliennes, et donc les textes de la Fédération internationale de volleyball sont clairs à ce niveau. Pour qu'une joueuse puisse être considérée comme ayant joué, il faudrait que soit elle ait joué, la joueuse, puisqu'on parle du volleyball féminin, soit elle ait joué dans des clubs affiliés
à la fédération du pays en question, soit alors elle est jouée dans des catégories inférieures, et c'est partant des catégories inférieures que justement elle peut être considérée comme ayant rallié équipe première. Mais là, on a des Brésiliennes qui ont donc été enregistrées. Le Sénégal qui devait affronter le Rwanda a porté des réserves, le Nigeria, le Kenya aussi, me semble-t-il. Et donc la FIVB, la Fédération internationale de volleyball, s'en est saisie du dossier et a donc décidé que le Rwanda devait être suspendu, ce qui a posé problème à l'organisation, au comité d'organisation locale, qui a décidé d'interrompre la compétition jusqu'à ce que le Rwanda soit réhabilité. Et finalement, la FIVB est restée droit dans ses bottes. Et donc, le Rwanda a donné 24 heures aux délégations de quitter son territoire. Et donc, pour cela, il fallait absolument boucler dans la rapidité la plus inimaginable la fin de ce tournoi. On a joué les deux demi-finales hier dimanche, et la finale s'est également jouée hier dimanche. C'est assez dommage qu'on en soit arrivé là. C'est un gros problème de managérial qui implique bien sûr le Rwanda, mais qui implique également la KVB, parce qu'il faut dire que les listes des joueuses étaient connues dès le départ. Normalement, ils devraient être étudiés dès le départ. Normalement, on devait dire, ok, le Rwanda ne peut pas participer avec des joueuses parce qu'elles ne répondent pas aux critères d'éligibilité. On a dû attendre 2-3 journées du championnat pour pouvoir lever ce problème, et c'est assez dommage quand même pour l'image même du volleyball africain, et surtout c'est assez dommage pour le Rwanda. Il faut rappeler que déjà ça ne s'était pas très bien passé dernièrement lors de l'organisation de l'Afro-Basket masculin, où justement l'équipe du Cameroun avait été pratiquement suspendue pour des tests Covid qui en fait à la fin s'étaient révélés plutôt négatifs lorsqu'on avait fait des tests sérologiques. Donc il faut dire qu'il faut travailler également ce volet organisationnel là au niveau de la gouvernance du sport en Afrique. On comprend qu'il y a encore il y a de gros manquements managériaux, des gros manquements en termes de managériaux bien sûr, et qu'il faudra d'une manière comme d'une autre résorber. En tout cas, il faut préciser à nos téléspectateurs que ce petit scandale n'enlève en rien la qualité d'organisation qui a été proposée quand même par le Rwanda de Paul Kagame. On aura l'occasion quand même de revenir de plein de pied, peut-être lors de l'édition prochaine, peut-être lors de nos prochaines éditions, sur ce fiasco qu'on a dû rencontrer justement du côté du Rwanda. Un autre invité sur ce plateau, c'est Pierre Toukoulou, plus connu sous le nom de Tatou. Il est également membre de la commission marketing du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est également le promoteur ou alors le CEO de Tatou Vibes, une entreprise qui est spécialisée dans le management et le marketing du sport également. Bonsoir Tatou et bienvenue. Bonsoir Steve et merci pour l'invitation. Alors on va revenir peut-être aussi sur un autre sujet d'actualité, c'est la visite au Cameroun du président de la Confédération africaine de football avec à sa suite son secrétaire général pour venir inspecter une fois de plus le stade d'Olembe qui a été ces derniers jours quand même sujet à polémique depuis surtout l'interdiction des journalistes pour couvrir le match entre le Cameroun et le Malawi comptant pour la première journée éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. En fait, ça m'embête un peu qu'on puisse parler de ça parce que c'est la CAF qui a créé ce qu'on a vu. On a critiqué le stade Olembe après le match contre le Malawi, mais après on allait jouer un match contre la Côte d'Ivoire sur un champ de patates. Mais on vous explique que le stade Olembe n'était pas prêt, que la pelouse n'était pas abordable, qu'il n'y avait pas matière à jouer là-bas. Donc ils sont venus inspecter et tout ce qu'on retient c'est wow, this is fabulous, wow, this is fabulous. Yeah, wonderful, fabulous, great, you know. C'est tout ce que le président Motsepe a dit. Et il a même demandé à son secrétaire général, is this the stadium that we're talking about, the first and the second? On dit oui, et il était genre, c'est pas le même stade. C'est pas le même stade. La question c'était ça, est-ce que c'est le même stade? On a parlé du stade, le premier, le 2, on parle de ce stade-là, et est-ce que c'est le même stade? Et vous avez vu, il y a une vidéo qui est devenue virale où le secrétaire général Moussengo dit la pelouse, elle est bonne, hein? Même si là-bas ça tombe, ça va. C'est ça qui fait le stade. C'est ça qui fait le stade. Le reste, ça peut tomber. Il n'y a pas de problème. Donc, bref, moi je dis, il y a eu un problème de communication. Tout à fait. Il y a eu la désinformation qui est certainement partie du Cameroun. Des mauvaises langues disent que ça part d'un quartier de Yaoundé. Bon, on ne va pas revenir à la polémique, mais tout ce que je peux dire, c'est que le président Motsepe m'a semblé satisfait de ce qu'il a vu à Olembe, et je pense que les Camerounais peuvent dormir tranquilles. Il a dit qu'il reviendra en novembre. Bon,
en langage diplomatique, j'ai dit je reviendrai en novembre quand ça sera fini. Bon, au quartier, on va dire je vous donne jusqu'au mois de novembre pour finir le stade. On peut l'entendre comme on veut, mais je pense que il est parti satisfait et le stade sera livré et on aura une très très belle compétition au Cameroun. Voilà, on espère qu'en novembre, on sera quand même sur la même voie. Peut-être préciser également que lors de sa visite, il était prévu qu'il soit reçu par le chef de l'État et que finalement, il a été reçu dans la résidence du Premier ministre Joseph Dion-Bouté. Point de précision. Je préfère que vous modifiez un peu vos propos parce que il n'avait pas été prévu qu'il soit reçu par le chef de l'État. Parce que le chef de l'État... Il y a un communiqué qui est venu de la CAF. C'est pas la CAF qui informe le ministre de la République que son président va recevoir la CAF. Je pense qu'on sait tous comment ça se passe au Cameroun. Quand un invité de marque arrive au Cameroun, c'est soit le cabinet civil de la présidence de la République qui nous informe que le chef d'État va recevoir ou bien le SGPR. Mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Ça a été les gars qui ont écrit un communiqué à la CAF qui est parti du Caire pour informer un ministre de la République qui par ailleurs ancien conseiller spécial du chef de l'État pour dire votre président va nous recevoir le lendemain. Donc attendez, il y a un vice de forme à ce niveau-là. Donc pour le retard d'information, voilà. C'est pas, faut faire attention à ce genre de couac là. C'était juste pour relever que c'était un couac et que c'était des choses qui normalement sur le plan diplomatique ne se font pas ou ne doivent pas se faire, juste pour attirer l'attention de la CAF de comment désormais s'y prendre. Les us et coutumes. Voilà, quand il s'agit justement de ces questions-là. On va marquer une petite transition, c'est un jingle pour entrer de plein pied justement dans cette émission. Tout de suite. Voilà, ça discute donc cette soirée. Volleyball, nouveau sport roi du Cameroun. On le sait, la première fédération de volleyball féminin en Afrique et deuxième en catégorie masculine, c'est bien sûr la FECAVOLE, qui est actuellement considérée comme une véritable référence en matière de gouvernance et de finance du sport, totalement inconnue. Il y a une bonne dizaine d'années, cette fédération s'est lancée dans un vaste projet de refondation impulsé par son président Serge Abouem Aboul. Je vous propose de regarder ce reportage que nous signe Lorraine Lendo. Le 21 juillet dernier, la Fédération camerounaise de volleyball portait à la connaissance du public que le crowdfunding qu'elle avait lancé le 15 octobre 2020 dans le cadre de la construction du gymnase d'application et du bâtiment A du collège de Johnston, Sport-Études, s'était refermé. Ainsi, durant 9 mois, l'équipe en charge de la collecte des dons et des prêts a encaissé un montant total de 103 millions de francs CFA. Sport-Études ne nécessitant pas le recouvrement de 300 millions de francs CFA prévus par le crowdfunding, d'où l'autorisation donnée au bureau exécutif de la Fédération lors de la dernière Assemblée générale de contracter les emprunts en fonction des nécessités et de l'évolution des effectifs de l'établissement scolaire d'enseignement secondaire basé à Yaoundé. Un succès total sans précédent qui marquera à jamais l'histoire de la gouvernance du sport au Cameroun. Comment en est-on arrivé là? La Fédération camerounaise de volleyball doit sa restructuration à cet homme, Julien Serge Abouem Aboul. Arrivé à la tête de la FECAVOLE en 2013, ce comptable chevronné propose d'emblée un projet baptisé la refondation. Les premières années seront tumultueuses car l'organisation sportive que dirige désormais l'ancien homme fort de Bafia Volleyball Evolution est dans un état de décrépitude. Il faudra attendre quelques années pour commencer à voir les premiers sursauts d'orgueil et de résultats. Justifiés par une restructuration des équipes nationales, une détection des talents dans les 4 coins de la nation camerounaise, la construction d'aires de jeu dans des localités éloignées, financées par des actions participatives. Dès 2017, le Cameroun trône à nouveau sur le toit de l'Afrique, d'abord en organisant le championnat d'Afrique de volleyball à Yaoundé, mais également en remportant haut la main face à une équipe kenyane qui avait déjà assise son hégémonie pendant 9 éditions. Les Lions du Filet vont d'ailleurs rééditer l'exploit 2 ans plus tard au Caire en Égypte. S'en suivra une montée fulgurante des sélections intermédiaires de catégories U18 et U21. Chez les Lions,
les titres ne sont pas encore totalement au rendez-vous. L'on constate un véritable mano à mano avec la sélection tunisienne. Ainsi, grâce à une gouvernance pointue, un savoir-faire financier de la FECA Volley, le Cameroun est devenu l'une des plus grandes nations de volleyball au monde. Derrière ces résultats sportifs, un business model cohérent est enclenché. Outre les nombreux sponsors qui accompagnent déjà la fédération dans son ascension économique, la FECA Volley s'est lancée dans un vaste chantier de développement d'un système sport-études en partenariat avec le collège de Johnston, d'où le crowdfunding lancé en octobre 2020. Le directeur des projets et des infrastructures chargé des travaux de construction de ce projet, Joseph Bowen, nous en décline les contours. C'est un projet futuriste, dit-il, qui s'étend sur 5 ans avec la construction de 3 gymnases, une piste d'athlétisme, une piscine et 3 bâtiments écoles. La FECA Volley entend ainsi collecter 300 millions de francs CFA dans le but de poursuivre la construction du bâtiment A et du gymnase d'application de ce complexe scolaire, ceci pour un montant global estimé à plus de 2 milliards 230 millions de francs CFA. Voilà, quand on regarde cet élément qui nous présente brièvement, clairement également à ce à quoi ressemble le vaste projet que nous propose également aujourd'hui la Fédération camerounaise de volleyball Pierre Tatou, vous qui certainement avez déjà fait une grosse lecture de cette Fédération camerounaise de volleyball là. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de la refondation, 2 Olympiades après, et quels sont selon vous les facteurs clés de réussite de ce vaste projet-là? Le sérieux. Le premier facteur, c'est le sérieux. On laisse à dire que les autres ne sont pas sérieux ou... Ben, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, mais quand on regarde les résultats qu'on observe, les résultats de la FECA Volley aujourd'hui, on n'a pas de doute que cette fédération a des personnes assez sérieuses. Tout à fait. Autour, partant du président Abouem, qui, quand il prend la fédération, on sait tous que la fédération a eu une très très belle époque, mais après a sombré. Quand il arrive aujourd'hui, il dit bon, écoute, on va refonder, on va repartir à la base. Aujourd'hui, on a des équipes, des écoles de volleyball un peu partout. On a l'académie avec le partenariat le collège Johnson. On a vu ce qui a été fait là-bas. Et quand vous voyez ce que les différentes équipes nous ramènent comme médaille, que ce soit sur le plan masculin, que ce soit sur le plan féminin, bah, vous voulez qu'on dise quoi? Quand vous voyez le nombre de sponsors qui accompagnent cette fédération, ce n'est que le sérieux. Ce n'est que le sérieux. Je pense que le président Abouem est très bien entouré. C'est un bon manager qui s'est entouré de bonnes personnes, qui s'est entouré de travailleurs. Même si à chaque fois, il y a quand même un peu des problèmes sur le plan financier, parce que le financement n'arrive pas à temps. Il y a parfois des stages qui sont bâclés. Mais au final, ce qu'on voit, c'est, on se dit, s'il a plus de moyens, il peut faire mieux. Alors, Francis Zanguené, est-ce que c'est pas véritablement ce sérieux dont est en train de parler Pierre Tatou aujourd'hui qui peut justifier également ce véritable attrait aujourd'hui des sponsors vis-à-vis de la Fédération camerounaise de volleyball? Entre autres, il faut dire qu'aujourd'hui quand même la Fédé, c'est la FECA Volley, c'est au moins une bonne dizaine de sponsors, des sponsors sur le plan local et même sur le plan international, notamment des marques comme les Gris qui accompagnent le projet depuis un certain temps. Vous avez l'éternel équipementier de la fédération Zeus, qui est une marque italienne, et vous en avez plusieurs. Maintenant, sur le plan local, vous avez Broly, qui est également un des partenaires de cette émission, qui est aussi sponsor de la FECA Volley. Vous avez la CNPS qui de temps en temps essaie aussi d'épauler. Donc, vous voyez, c'est parce que justement la gouvernance du président Abouem a su fédérer un certain nombre d'éléments, que ce soit les brasseries du Cameroun, que ce soit la marque de téléphonie Camtel. Il y a quelque chose quand même qui démontre que vraiment il y a quelque chose peut être fait. Après, il faut dire aussi, c'est une équipe qui est constamment en compétition et qui participe. Je crois que
l'une des rares compétitions que le Cameroun va manquer depuis pas mal de temps, c'est la Coupe du Monde des U18 qui doit se jouer au Mexique. D'ailleurs, qui se joue même actuellement au Mexique. Malheureusement, le Cameroun n'a pas pu rallier Mexico à cause d'un problème de visa. Il y a eu un problème électrique du côté du consulat du Mexique au Nigeria, et donc du coup, ni le Nigeria ni le Cameroun ne pourra participer à cette Coupe du Monde là à cause justement de ce problème de visa. Mais là, vous comprenez que ce n'est pas du ressort de la fédération. Donc elle est constamment en compétition. Et si j'évoque le fait qu'elle est constamment en compétition, c'est pour un élément qui est clair. C'est que contrairement à d'autres, au football par exemple, l'équipe nationale de volleyball peut avoir des sponsors sur le maillot de compétition. C'est qui est une grosse plateforme de visibilité lorsque vous jouez la Coupe du Monde, lorsque vous jouez la CAN, lorsque vous jouez... Donc du coup, des marques comme Camtel très rapidement ont compris ça et se sont positionnés. Et donc ça fait quoi? Ça fait presque 5 ans que Camtel est sur le maillot de l'équipe nationale, et ça permet véritablement de faire grandir la notoriété de la marque sur le plan local et sur le plan international. Mais ça permet également à la fédération de pouvoir avoir des substrats pour pouvoir vivre, parce que vous devez savoir que toutes ces compétitions nécessitent un financement. La gestion la préparation des catégories inférieures et tout, la mise sur pied de gros projets, on en parlait tout à l'heure dans le reportage qu'a proposé Lorraine Mendo. On a vu très bien que il y a ce projet de restructuration et surtout de structuration sport-études avec le collège Johnston. Ça nécessite des financements, et ces financements, il faut les capter auprès des sponsors. Mais pour ça, il faut que les sponsors voient du sérieux. Et je le dis souvent, même à mes étudiants à l'ESTIC, je leur dis souvent, le sponsoring, ce n'est pas la charité, ce n'est pas le mécénat. Lorsqu'une personne veut sponsoriser votre fédération, votre événement sportif ou votre club, il le fait parce qu'il attend un retour sur investissement. Et aujourd'hui, la FECA Volley a su ce retour sur investissement à pratiquement tous ses sponsors. C'est la raison pour laquelle les sponsors n'hésitent pas. Alors, est-ce que finalement, Pierre Tatou, ce mode de financement participatif peut être considéré aujourd'hui comme un mécanisme sur lequel le sport business africain pourrait compter? Ben écoutez, le mode de financement participatif, on l'a vu dans d'autres pays. Je prends un exemple avant de revenir à l'Afrique. C'est un peu le même modèle de financement que le Barça, avec les socios qui contribuent, donc c'est tout bénef. Si au Cameroun aujourd'hui et en Afrique en général, on a des problèmes pour convaincre les sponsors de nous accompagner. On a des problèmes à chaque fois, peut-être avec l'État aussi, qui ne met pas les fonds à disposition. Parfois ils mettent, mais pas à temps. Parfois ils mettent, mais parfois ils mettent pas à temps. Donc, si le président Aboum, qui est un comptable de formation, a pensé à ce modèle de financement-là, et on a vu aujourd'hui, je crois que c'était en juillet qu'ils ont fait le rapport sur le crowdfunding qui a levé pratiquement 180 millions de... 103 millions. 103 millions de francs CFA. Donc, vous voyez que ça a marché. Donc, aujourd'hui, mais pour ça, il faut un projet. Vous n'avez pas demandé aux gens de venir participer, de venir contribuer s'il n'y a pas de projet. Donc, il faut un projet. Je pense que la Fédération camerounaise de volleyball a eu un projet. Nous a démontré à travers son projet avec le collège Johnson qu'on peut souscrire, on peut investir, on peut participer à l'essor du football, du volleyball camerounais, et ce qui a été fait. Et maintenant, il faut chercher plus de fonds pour pouvoir développer ce projet-là, pour pouvoir, après ce projet-là, créer d'autres projets. Je pense que le président Aboum est bien parti. Vous savez, en anglais, on va vous dire, chez les anglo-saxons, on va vous dire, on veut voir votre credit score. Et le credit score aujourd'hui de la Fédération camerounaise de volleyball est positif. Donc du coup, je pense que les sponsors vont suivre, je pense que les investisseurs pourront venir après. Alors, il n'y a pas tout qui marche de ce côté-là quand même. Il y a que malgré les belles performances managériales qui sont entamées justement par le président Serge Abouem et les belles prestations également au niveau des sélections nationales, que ce soit masculines et féminines, il y a quand même quelque chose qui coince, c'est que le volleyball au niveau local a de la peine à se professionnaliser. On ne voit pas véritablement un championnat qui est digne de ce que propose la sélection nationale par exemple. Oui, il faut dire qu'il y a, c'est dû à, je vais dire trois facteurs. Le premier facteur déjà, c'est au niveau de la mentalité, parce qu'il faut dire que on ne le dit pas assez, parce que quand on parle de la FECA Volley, on parle beaucoup du président Abouem. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il est beaucoup combattu.
Ce monsieur est très combattu. D'ailleurs, il a voulu à un moment se présenter aux élections de la KVB et il a été court-circuité par des Camerounais qui font partie de la fédération. Et donc, du coup, ça fait en sorte que il faudrait déjà partir de ce principe-là, c'est qu'il est très combattu sur le plan local et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se concentrer au maximum sur la mise sur pied des catégories intermédiaires et la propension au niveau des équipes premières. Mais il faut dire également qu'il manque un élément fondamental à ce qu'on arrive à cela, c'est clairement que l'élément fondamental, bon, peut-être avant ça, il y avait déjà un problème d'infrastructure. Parce qu'il faut dire quand même que le Cameroun, oui, vous avez le palais des sports de Yaoundé, mais sans plus. C'est vrai qu'on parle généralement du gymnase de l'école de l'école des travaux publics. Aujourd'hui, on a un gymnase supplémentaire, Dieu merci, du côté de Fandena à Omisport. Donc il y a un gymnase. Il y a un gymnase probablement qui va également voir le jour à Japoma. On peut avoir aussi certains autres gymnases, mais pour des compétitions professionnelles, on a quand même déjà une base infrastructurelle qu'on n'avait pas avant. Maintenant, une fois qu'on a la base infrastructurelle, il manque un élément. Et là, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des combats et des mentalités. Il faut créer une ligue. Il faut créer une ligue professionnelle de volleyball au Cameroun. Mais je pense que si on va sur le contexte de la ligue, il risque d'en voir une fois de plus des guerres de tranchées, des combats interpersonnels, de se dire, ok, est-ce que la ligue ne va pas venir être une sorte de FECAVOLE bis? Qui va-t-on mettre à la tête de la ligue? Et d'ailleurs, quand on voit l'expérience que vit aujourd'hui le football, c'est-à-dire avec la FECAFoot et la ligue de football professionnel qui malheureusement est en berne, on se dit, est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes problèmes? Mais quoi qu'il arrive, il faut se dire que la FECAVOLE la FECAVOLE en tant que fédération n'a pas vocation à organiser des tournois professionnels. Et ça c'est clair, il faut qu'on le dise, et que si même elle a l'intention, il faudrait qu'elle confie ce travail soit à une ligue professionnelle, soit alors à une agence spécialisée dans l'événementiel du sport professionnel. Parce que c'est vers cela qu'il faut aller. Et je pense que avec ces performances réalisées du côté du Rwanda, c'est à nouveau une sorte d'alerte pour se dire, c'est bien déjà au niveau, lorsque vous gagnez un titre, 2 titres, 3 titres consécutifs, lorsque chez les garçons, vous enchaînez une finale, 2 finales, 3 finales consécutives, ça veut dire quand même que vous avez déjà une certaine assise. Maintenant, il faut capitaliser. Tout à fait. Et pour capitaliser, il faut passer à la professionnalisation. Et donc, rapidement, moi, je pense que le conseil qu'on pourrait donner à la FECAVOLE, c'est de mettre sur pied une ligue de football, vous voyez le piège. Une ligue professionnelle de volleyball du Cameroun qui pourra donc, avec des compétitions qui pourront se jouer sous forme de regroupement. On peut avoir un regroupement au centre, notamment le regroupement de Yaoundé où les matchs peuvent se jouer au gymnase de Fandena et au palais des sports, et puis le regroupement de Douala. Des matchs qui est prévu au stade Olembe également. Tout à fait. Donc, pouvoir avoir le jour tout à fait. On peut aussi avoir des regroupements du littoral qui peuvent dans les grands regroupements, et puis les meilleurs de ces regroupements jouent donc des playoffs, soit à Yaoundé, soit à Douala, et derrière il y a quelque chose qui peut être fait, mais il faut que ce soit médiatisé aussi. Donc derrière il y a un gros travail marketing qui doit être fait et qui, pourquoi pas, peut pas aboutir à des fruits conséquents. En tout cas, c'est un vaste chantier qui, s'il est bien pensé, pourra permettre au volleyball local de véritablement décoller, et pourquoi pas de mettre en lumière de nombreuses joueuses de l'équipe du Cameroun, du moins du Cameroun en général. On va marquer une petite pause. On va prendre une petite pause publicitaire. On va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission, c'est le Focus. Avant, le suivi des dossiers CNPS des employés, c'était ça. La grande paperasse et le temps à perdre à la banque. Aujourd'hui, grâce à votre ordinateur, votre tablette ou à votre mobile, où que vous soyez, immatriculez-vous. Déclarez vos salaires, consultez vos comptes, Ma CNPS à moi. et payez vos cotisations sociales. CNPS, you will never live alone. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir.
Voilà, nous entrons donc dans cette deuxième partie d'émission où nous parlons du focus de la semaine, le football éthiopien en route vers le professionnalisme. On le sait, l'Éthiopie fait partie des 4 pays fondateurs de la Confédération africaine de football, mais il a toujours été une locomotive, et a toujours été autant pour moi une locomotive pour le développement du football africain. Cependant, il y a une véritable instabilité socio-politique constatée dans ce pays qui n'a toujours pas été propice à l'émergence du sport et de l'industrie d'une industrie du sport business compétitive. Mais heureusement, depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Sahle-Work Zewde et même du premier ministre Abiy Ahmed, il y a une politique nationale de développement du sport qui est assez perceptible de ce côté-là, avec comme principal fruit l'ouverture d'une grande académie du football qui est financée aujourd'hui par la grosse équipe que vous connaissez du côté de l'Allemagne, le Bayern Munich. Il y a un journaliste écossais, un ami qui s'est justement intéressé à la question. On va prendre actuellement la direction de Dublin en République d'Irlande où nous attend justement Anthony Plat et les journalistes et chroniqueurs de sport spécialisés dans les questions relatives au football africain. Bonsoir Anthony, et comment va Dublin ce soir? Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, Anthony, je le disais, tu es très au fait des questions de football africain. On vient d'écouter justement, on vient au moins de planter le décor avec ce que représente aujourd'hui l'Éthiopie pour ce qui se passe aujourd'hui, autant pour moi, en Éthiopie en termes de professionnalisation du football. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé à t'intéresser à cette question-là? Il est intéressant tout simplement de voir les différents modèles que chaque pays essaie d'adopter d'une certaine façon pour son football local. Ça, c'est déjà une chose. Donc, il faut voir un petit peu ce qui est fait à l'extérieur. On a le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui a assisté à des séminaires faits par l'UEFA, par la zone CONCACAF aussi, la Confédération nord-américaine. Il est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se fait un peu partout, et derrière ça, vous avez des grandes ligues européennes comme la Liga qui font des pays de l'Afrique de l'Est comme l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, de vraies cibles pour le développement de leur marque, mais aussi du football au niveau local. Voilà, mais quels sont selon toi les facteurs clés de réussite de cette nouvelle marche vers le professionnalisme dans le football éthiopien? Les facteurs clés pour moi, c'est que déjà tout le monde travaille dans le même sens. Ils ont compris que le football, c'est un outil qui peut générer beaucoup de revenus aussi financiers. Ça se voit, c'est pour ça que j'en parle. D'ailleurs, le dernier du championnat qui prend beaucoup plus que la majorité du reste des champions nationaux sur le continent, c'est quand même un écart qui pour moi est assez significatif et révélateur. Même si parfois, on a un petit peu des airs supérieurs quand on parle de ces nations-là. Non, ça avance très bien. Il y a des grandes chaînes qui ont voulu l'acheter, qui se sont même battues à coups d'enchères pour acheter les droits du championnat. 85% des recettes vont dans les clubs qui, derrière, se transforment en véritable entreprise et business. Donc, ça passe par beaucoup de choses. Ils sont déjà sur une bonne marche vers l'avant, c'est-à-dire resserrer cet écart financier qu'on a vis-à-vis des nations d'Afrique du Nord. Et eux, ils sont vraiment sur la bonne voie, les Éthiopiens, avec les revenus qu'ils parviennent à générer pour leur club, les emplois qu'ils peuvent créer et tout ce que ça peut rapporter à ce football qui fait d'énormes progrès finalement. Qu'est-ce qui explique, Anthony, selon toi, la méconnaissance du football est-africain dans la zone d'Afrique francophone, par exemple? Une longue traversée du désert, il y en a eu pour beaucoup de nations. Bon, l'Éthiopie faisait partie des premières dans l'histoire. Aujourd'hui, on n'a pas le même nombre de nations et un contexte quand même au niveau du football international assez différent. La longue traversée du désert s'explique par des résultats forcément qui n'ont pas toujours suivi, même quand il y avait moins de nations dans cette compétition. Ensuite, c'est quand même une fédération qui avait été suspendue en 2008-2009, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, qui a eu des problèmes de normalisation, qui a eu des problèmes dans ses élections, et ça peut freiner l'avancée d'un pays et de son football local. L'Éthiopie, c'est devenu très attrayant. On le voit d'ailleurs dans le jeu que produit l'équipe nationale, puisque on a des garçons très techniques qui jouent tout le temps une touche devant. Bon, certes, ils tirent aucun corner, aucun coup franc directement dans la surface adverse, parce qu'ils n'ont pas vraiment de qualité dans le domaine aérien, mais ils arrivent à se rabattre sur d'autres choses, ce qui rend ce football-là très intéressant et attractif à suivre. Voilà, peut-être dernière question, Anthony. On est d'accord que le modèle éthiopien aujourd'hui est un véritable modèle
sur lequel pourraient s'inspirer certains pays. Mais qu'est-ce que tu penses qui peut être fait pour que ce modèle-là soit progressivement dupliqué ou même progressivement mis en pratique dans les autres pays, en Afrique subsaharienne par exemple, même si c'est pas que le modèle éthiopien, mais le modèle de toute l'Afrique anglo-saxonne. Pour moi, il y a beaucoup de choses et ça passe d'abord par le public. Ce qu'il faut qu'on comprenne un petit peu partout, c'est qu'on doit conquérir, même pas reconquérir, mais conquérir notre public en Afrique. Parce que si vous avez un match européen et un match africain qui se joue en même temps, qu'est-ce que vont regarder les gens en grande majorité? Ils vont regarder le match européen et c'est dommage. Et si on n'a pas le public, déjà, c'est extrêmement difficile de pouvoir vendre ces championnats. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus belle production du monde. Si derrière le spectacle que vous offrez, que vous proposez n'est pas de qualité ou attrayant, c'est problématique. Donc pas de violence, il faut que les stades soient bondés avec du public, une bonne ambiance, que les championnats se déroulent correctement. C'est toute une histoire d'image. Ensuite, il s'agit d'union. C'est toutes les instances dirigeantes, les anciens joueurs, les joueurs qui s'unissent vraiment pour le progrès de leur football. Et quand on a un travail d'équipe qui est réalisé comme cela, ça fonctionne. Et on peut le voir avec l'Éthiopie. Donc ça passe par énormément de travail et beaucoup de choses à divers niveaux finalement. On pourrait s'étendre. Alors Anthony, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir analysé avec nous justement cette grosse question qui concerne aujourd'hui l'Éthiopie. On te souhaite un très très beau séjour du côté de Dublin. On te sait très mobile de ce côté-là. Avec plaisir, merci à vous. Moi, je crois qu'il est toujours intéressant de voir ce qui se fait aussi un petit peu à côté. Et c'est une très belle occasion d'en parler parce que l'Éthiopie, c'est un très bon exemple d'une nation qui a réussi à s'adapter pour construire quelque chose sur son propre modèle. Et ça se ressent dans le jeu à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau national, tout simplement. Merci. Il est intéressant tout simplement de voir les différents modèles que chaque pays essaie d'adopter d'une certaine façon pour son football local. Ça, c'est déjà une chose, donc il faut voir un petit peu ce qui est fait à l'extérieur. On a le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui a assisté à des séminaires. Voilà, merci en tout cas à toi Anthony Plat. On va donc prendre cet élément qui nous a été réalisé par les soins de Lorraine Mendo et Ahmed Talla qui reviennent un tout petit peu sur cette question de professionnalisme du football local du côté de l'Éthiopie qui est en train véritablement de prendre de l'ampleur. On regarde et on revient juste derrière. L'Afrique de l'Est semble prendre une longueur d'avance. Quand on parle de l'Éthiopie dans le football, beaucoup ne prennent pas conscience de ce que peut représenter ce pays en matière de développement du football sur la corne du continent africain. Bien que classée 112e au ranking FIFA, cette nation cofondatrice de la Confédération africaine de football est en train de prendre un véritable envol. En ce qui concerne le football local cette année, le 13e et dernier du championnat éthiopien a empoché la bagatelle de plus de 103 millions de francs CFA. En effet, le championnat se vend assez bien. L'an dernier, la Ligue de football professionnel d'Éthiopie a décliné une offre de l'entreprise audiovisuelle Canal+, comprise entre 6 et 7 millions de dollars au profit de Supersport, le bouquet de la firme DSTV, qui s'est adjugé les droits des diffusions TV du championnat éthiopien pour 13,5 millions de dollars. La rente des droits TV du championnat pour cette saison a donc permis aux clubs prenant part à la compétition d'empocher 60% des revenus, soit 4 millions de dollars, reversés équitablement aux 13 clubs, plus 25% de ces recettes qui sont réparties suivant la performance et le classement de chaque club. Le reste, 15% sont dévolus à l'organisation du tournoi en lui-même. Le club éthiopien le mieux rémunéré de la saison s'en tire donc avec 240 000 dollars, tandis que le club le moins loti bénéficie d'une cagnotte finale de 189 000 dollars, soit près de 104 millions de francs CFA. Ajoutez à cela les recettes du jour de match générées par la billetterie, le sponsoring, la vente des produits dérivés. Le dernier du championnat éthiopien s'en tire ainsi avec beaucoup plus que ce que gagnent les clubs champions de nombreux pays africains. Le niveau de ce championnat est en progression constante et les effets se ressentent sur la sélection nationale qui s'est brillamment qualifiée pour la prochaine CAN 2021.
Sur ces 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Éthiopie a tenu tête au Ghana et méritait au moins 1 point. S'inclinant sur une grosse faute de main de son gardien, elle a ensuite battu le Zimbabwe 1-0. Si le bilan financier de ces clubs au niveau local peut étonner, son jeu sur le terrain impressionne davantage. Déjà réputé économiquement sur le continent africain comme un pays à forte croissance, de par sa compagnie aérienne Ethiopian Airlines et ses performances touristiques, l'Éthiopie démontre de plus en plus sa forte volonté à s'impliquer au développement d'une industrie du sport ultra compétitive sur le plan continental et international. Voilà, alors Francis Onguéné, peut-être on va commencer d'abord avec Pierre Tatou. Comment selon vous l'Éthiopie en moins de 20 ans est partie de pays de guerre civile reconnus partout en Afrique à un des modèles de développement du sport à travers l'athlétisme? D'abord, on a vu lors des différentes éditions des Jeux Olympiques les athlètes éthiopiens qui se démarquent à chaque fois, mais aujourd'hui, quand on regarde le football local, l'Éthiopie fait quand même partie des modèles, des exemples à suivre en termes de football local. À ce que je sache, si on va regarder dans les archives, la présence du sport en général et du football en particulier à l'Éthiopie date des années 1924, où à l'époque, les Britanniques avaient instauré le sport comme étant un élément clé de l'éducation. Et il y a même le souvenir, je ne reviens pas directement là, mais il y a même un empereur qui s'est suicidé, qui s'est donné la mort parce qu'il y avait l'équipe d'Éthiopie avait perdu un match et il s'est donné la mort, mais avant il avait pris le soin d'envoyer son fils aller faire des études en Angleterre pour pouvoir apprendre. Et il fallait concilier le sport aux études. Et aujourd'hui, fast forward, on voit les résultats de cette implication du gouvernement dans la gestion du sport. Pendant longtemps, on a vu l'athlétisme vraiment régner en mer sur l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le football qui est en train de monter. Et ça s'explique facilement. Peut-être rappeler à votre suite que l'équipe d'Éthiopie est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il sera d'ailleurs dans la poule du Cameroun pour cette édition-là. Ça revient simplement à ce qu'on a souvent l'habitude de dire, sans volonté politique, rien n'est faisable. Donc, il y a eu une véritable volonté politique en Éthiopie. Il y a eu la construction des infrastructures. Et du coup, il faut aussi rappeler que ça ne se fait pas comme ça naturellement, de manière... ça ne se fait pas seul, hein. Il y a l'essor de l'économie, il y a la ruée vers l'Éthiopie des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, l'Éthiopie est un peu devenue comme l'usine de fabrication de textiles en Afrique. Donc du coup, ce sont des gros moyens qui entrent en Éthiopie. Et du coup, la politique du gouvernement, c'est d'amener les investisseurs ou alors les industriels à investir dans le sport, parce que le sport est un élément clé du développement de l'Éthiopie. Donc du coup, il va sans dire que la fédération éthiopienne de football travaille, la première ligue ou alors l'instance qui gère la ligue de football professionnel en Éthiopie, le football professionnel en Éthiopie travaille. Bon, si elle ne travaillait pas, elle ne serait pas en train de cracher sur un contrat de 6 millions de dollars proposé par Canal+, alors que derrière, il y avait un concurrent qui venait avec un peu plus, c'était 13,5 millions de dollars. Donc, DSTV qui venait acheter les droits TV. On a vu, à une époque, avant que DSTV n'arrive, on a vu 5 chaînes de télévision qui frappent à la porte. Voilà. On a vu StarTimes sans publicité qui se bousculaient à cette époque-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être construites, qui ont déjà été construites pour la plupart. Il y a du spectacle sportif qui est là. Maintenant, la qualité est en train de vraiment prendre de l'ampleur et quand vous faites la mayonnaise à la fin, le cocktail devient très très beau à voir. Alors Francis Onguéné, aujourd'hui, il y a, Tatou parlait d'une volonté politique véritablement qui est enclenchée. On a vu par exemple aujourd'hui ce que vaut
l'aéroport d'Addis Abeba, qui se présente véritablement comme le véritable nouveau pôle d'attraction d'économie en Afrique de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire justement sans risque de se tromper que Addis Abeba, ou du moins l'Éthiopie, est la plaque tournante de cette partie de l'Afrique là? Tout à fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le flux de personnes qui passent par l'aéroport d'Addis Abeba, c'est énorme. Sur le continent africain, c'est énorme. C'est au moins 1 million de personnes jour. Il faut dire que Addis, dans la zone, n'a pour principal concurrent que Nairobi. Et puis après, vous pouvez avoir Casablanca au Maroc et probablement Johannesburg en Afrique du Sud. Donc vous voyez, on est vraiment dans les principaux hubs. Et c'est la raison pour laquelle, comme Tatou le disait tout à l'heure, les investisseurs sont très friands de ce type de choses, de ce type de plateforme. Et lorsqu'on a vu la montée véritable de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, on avait commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est peut-être une surprise pour beaucoup, mais on l'a dit, on a d'ailleurs fait une émission spéciale ici où on racontait l'histoire de la gouvernance du football africain. On se souvient clairement que l'Éthiopie est non seulement l'un des pères fondateurs du football africain, mais attention, le premier président visionnaire que la CAF a véritablement eu, c'était un Éthiopien, Tessema, qui est celui-là qui a donné une véritable impulsion du développement du football africain et qui a été bien sûr repris par le président Issa Hayatou. Donc il faut dire que globalement il y a quelque chose qui peut être fait de ce côté-là. Maintenant c'est clair que du point de vue infrastructurel, il faudra travailler davantage, il faudra bosser davantage justement parce qu'il faut rappeler que l'Éthiopie a manqué l'organisation du CHAN 2020 de 2019 qui s'est joué en 2020, qui s'est joué en 2021 au Cameroun. L'Éthiopie devait organiser cette compétition, malheureusement il n'y a pas eu assez de rigueur au niveau du plan infrastructurel. Il faudra travailler cela parce que c'est bien beau d'avoir des DSTV, c'est bien d'avoir Canal+, Super Sport et tout, mais derrière il faut que les infrastructures soient assez bankable, c'est-à-dire que quand on regarde le championnat à la télé, il donne envie de regarder. C'est pour cela que tout à l'heure Anthony Plat lors de son intervention disait oui c'est vrai, s'il faut faire le choix entre regarder un match du championnat éthiopien et regarder un match du championnat européen, parce que la qualité du visuel du côté européen est beaucoup plus attractif, on sera beaucoup plus tenté d'aller regarder le championnat européen. Donc il faut voir également ce volet-là, améliorer la qualité des infrastructures et surtout il faut s'ouvrir au monde, parce qu'il faut dire que l'Éthiopie c'est un pays quand même qui linguistiquement reste encore un peu fermé. Ça parle difficilement anglais quand même dans un pays qui est culturellement on est très fermé de ce côté-là. Il faudrait que l'Éthiopie s'ouvre au monde, qu'on puisse véritablement avoir une plateforme, non pas seulement en termes de transit des passagers, mais que ce soit également le véritable hub de la mondialisation en Afrique. Je pense que quelque chose peut être fait. Mais il y a également un problème, Pierre Tatou, c'est que malgré le fait que le championnat éthiopien peut être visible à travers certaines plateformes de télédiffusion, il n'y a que le championnat quand même n'attire pas encore beaucoup de sportifs en Afrique, beaucoup de footballeurs en Afrique, comme par exemple le fait déjà le championnat de la RDC ou peut-être certains championnats du côté du Maghreb. Qu'est-ce qu'il faut encore travailler à ce niveau-là? Ça rejoint simplement ce que Franklin a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'Éthiopie s'ouvre au monde. Mais il faut aussi dire que ils ont quand même aussi une politique de protectionnisme chez eux. Donc il y a que 3 étrangers par club qui sont admis. Un quota. Donc c'est encore que même ces étrangers, c'est globalement des pays voisins. Voilà, donc du coup, parce qu'il y a cette non-ouverture pour l'instant, pour l'instant, qui fait problème. Donc, mais je pense qu'avec vous savez, le footballeur, il est professionnel, il va chercher de l'argent. Vous voyez un peu. Et quand le footballeur va chercher de l'argent, il est pas parti partout, où il est bien payé. Tout à fait. Et aujourd'hui, les footballeurs éthiopiens, les footballeurs professionnels en Éthiopie sont bien payés. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je pense que si l'Éthiopie s'ouvre, si le championnat s'ouvre véritablement et qu'il y ait une véritable campagne de marketing, comme le disait Ungele, il y a une grosse campagne de marketing derrière, les footballeurs vont aller vers l'Éthiopie et puis après on aura le spectacle qui va rehausser en termes de qualité et puis bon, ça sera tout bénéfique pour tout le monde. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec les dernières statistiques que nous avons aujourd'hui, on sait que le club, le championnat éthiopien, en termes d'organisation, si il faut prendre la portion des droits TV, c'est environ 1,4 milliard. La partie qui revient
à l'institution qui organise le championnat dans la première ligue. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup quand même d'argent pour organiser un championnat. Donc, on a tous les moyens pour mettre tout ce qui est événementiel, tout ce qui est qualité, tout ce qui est en termes de logistique événementielle autour de ce championnat-là pour qu'il soit attrayant, pour qu'il soit beau. Et puis après, il faut aussi lancer peut-être une campagne, un peu comme on l'a fait dans certains pays comme à Djibouti, où on invite les anciennes gloires pour pouvoir rehausser l'image de ce pays. Et c'est pour ça que nous, les agences, par exemple, c'est comme ça que nous entrons en jeu, parce que aujourd'hui, si l'Éthiopie invite des anciennes gloires, c'est-à-dire, je prends un exemple, on va prendre un Saint-Jean Makoun pour parler de ce qui est camerounais, ou alors un Iris Carlos Kameni, ou alors un Christian Bassogo qui est peut-être en fin de carrière, ou bien un Vincent Baka, un Debayor. D'ailleurs, ils ont réussi en coup tout à l'heure. Ils ont signé le gardien ivoirien, Sylvain Bourou, qui a signé en Éthiopie. Donc du coup, ça commence à aller, et je pense qu'ils vont faire, s'ils continuent comme ça, ils vont tirer les gens qui ont un style vécu. Ça va réussir l'image du championnat, et puis après, ça sera tout bénéfique pour tout le monde. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'on avait à dire de ce grand modèle de professionnalisation du football qui est devenu aujourd'hui l'Éthiopie pour l'Afrique. Et c'est également ici que nous allons refermer cette autre édition de Sport Business Africa. Merci Pierre Tatou, merci Francis Languéné d'être passé sur ce plateau pour cette autre édition. Merci à vous de nous avoir regardés chez vous. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques chapeautées par Landrine Ta. Bien sûr à ses côtés la charmante Karinga qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous certainement lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.